Nicolas Royce Kitoko. Il est avocat et analyste des dynamiques juridiques et institutionnelles. Royce Kitoko, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Avec nous aussi dans ce débat, Guy Coucou, président de la Confédération démocratique du Congo, CDT, et coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Guy Coucou, bonsoir. Bonsoir. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, vous nous suivez sur la 95.4. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Dia TV, canal 867. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net. Je l'ai dit dans le sommaire, la première ministre Judith Suminwa a présidé hier mardi une réunion sur l'actualisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en sigle avec le gouvernement, l'intersyndicale nationale et la FEC. Elle a insisté sur le respect des procédures légales pour protéger les droits des travailleurs. Les représentants des travailleurs ont pour leur part appelé leurs membres au calme tout en affirmant que les droits acquis sont préservés. Reportage Alain Hirong. Parmi les points clés de cette réunion, le taux de 14 500 francs congolais doublant le SMIC actuel a été accepté, mais la proposition passera par le Conseil national du travail pour son avis consultatif. Guy Coucou, président de l'intersyndicale nationale du Congo. Il faudra maintenant seulement, pour besoin des procédures, qu'on convoque un Conseil national du travail qui doit valider pour que cela soit conforme. Ensuite, la mesure reviendra à la première ministre qui prendra un décret pour consacrer cela. Pour sa part, le président de la Fédération des entreprises du Congo confirme que les équivoques ont été levés. Robert Malumba. Nous parlons le même langage, mais peut-être il y avait des incompréhensions des uns et des autres. Il y a un taux qui a été fixé, mais il n'était pas fixé selon les règles et les procédures. Selon les participants à cette réunion, cette initiative reflète un engagement fort pour des réformes justes et durables tout en consolidant la confiance entre le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. Merci Alain pour ce reportage. Comme je l'ai dit, le conseil du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale va nous rejoindre dans un tout petit moment. Alors Guy Coucou, vous avez pris part à cette réunion avec la première ministre Judith Suminwa. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération démocratique du travail, CDT en sigle, et coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Le week-end, samedi précisément, 18 janvier, la Confédération démocratique du travail CDT a exprimé son désaccord avec la décision de Judith Suminwa. Vous avez pris part hier à la réunion. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce que vous appelez vos membres au calme. Oui, ce qui a changé d'abord, il faut revenir. Madame la Première ministre a été saisie par les employeurs, c'est-à-dire la FEC avait écrit pour contester. Alors, c'est maintenant que Madame a convoqué toutes les parties pour comprendre de quoi s'agit-il, pourquoi la FEC avait contesté, quels étaient les problèmes, alors que le ministre avait présenté la question au Conseil des ministres et ça semblait partir. Donc, lorsque toutes les parties, les uns et les autres, ont exprimé, il s'est avéré qu'il y a eu des incompréhensions, comme vous avez suivi vous-même le président de la FEC qui s'est exprimé. Les incompréhensions, c'est que personne n'a contesté les chiffres ou les taux de 14 500. Ni la FEC, ni les autres employeurs, ni le gouvernement, ou encore les travailleurs que nous avons représentés. Maintenant, le problème, c'était que oui, c'était fait parce qu'il y a eu des travaux de commission, il y a une commission qu'on appelle commission de suivi du SMIC. Cette commission a travaillé pendant un mois, au mois d'octobre, donc disons fin octobre et novembre. Maintenant, il fallait, à l'issue
signé un rapport final qui a été signé par toutes les parties et qui ont envoyé les conclusions. C'est sur base de cette conclusion que le ministre a pensé qu'il pouvait prendre un arrêté. Alors que l'interprétation voudrait qu'il devait se référer au Conseil national du travail, même si tout le monde est déjà d'accord, mais la loi dit que toute décision concernant donnant des obligations aux employeurs ou aux travailleurs, ça doit passer par le Conseil national du travail, que ce soit un arrêté, un décret ou une ordonnance qui donne des obligations aux employeurs et aux travailleurs. Il faut que le Parlement du monde du travail, que nous appelons le Conseil national du travail, puisse se prononcer. C'était juste cette question qui a recalé et qui a permis à Madame la ministre, Madame la Première ministre, de pouvoir donner cette instruction pour éviter que si une partie est lésée, s'il partait en justice pour dire qu'on n'a pas respecté la procédure, que cela puisse être remis en cause au cas où la cause est examinée et qu'on trouvait que effectivement la procédure n'a pas été respectée. C'est pour sécuriser, a-t-elle dit, le pouvoir d'achat des travailleurs qu'elle a voulu que ça passe et ça suive la procédure. Voilà ce qui a changé et donc nous n'avions, c'était une note que nous avons lue dans les réseaux sociaux, on n'a pas compris l'interprétation, mais lorsqu'elle a expliqué à toutes les parties et que toutes les parties se sont exprimées, eh bien, maintenant, il y a un accord et il y a un compromis global. Et le nouveau décret sera publié quand? Vous qui avez préparé cette réunion. Bon, vous savez, c'est quand même un chef du gouvernement qui ne revient pas à lui donner un délai, mais tout ce que nous avons exprimé en tant que représentants des travailleurs, nous disons que cet arrêté a prévu que les salaires soient appliqués au mois de février. Et nous l'avons demandé que tout soit fait pour que d'ici le mois de février, toutes ces procédures-là soient entamées et terminées et que l'exécution ne puisse pas empiéter ou empêcher qu'au mois de février, on applique cela. Et en tout cas, on s'est mis d'accord sur cela et je crois que la Première ministre prendra, et comme on était avec ses collaborateurs, le ministre des Finances, des Budgets, de la fonction publique, du portefeuille et les autres. Donc, tous étaient là. Je pense qu'on a trouvé un compromis et nous croyons qu'ils vont le faire avec célérité pour que l'échéance de février puisse voir exécuter ce décret. Alors, comme je l'ai dit, le 18, vous avez dénoncé ce que vous avez considéré, je parle de la Confédération démocratique du travail, ce que vous avez considéré comme un manque de cohérence au sein du gouvernement. Dans l'opinion aussi, beaucoup de gens se sont posés la même question, comment un ministre peut venir pour annoncer ou publier un décret. Quelques jours après, c'est la Première ministre qui vient pour demander qu'on puisse rapporter ce décret. Alors, est-ce que vous avez essayé de comprendre un peu ce manque de cohérence que vous-même avez dénoncé le week-end? Oui, selon les explications que Madame la Première ministre, parce qu'effectivement, nous avons évoqué cela parce qu'il n'y a pas que cela, mais il y a une vidéo du Conseil de ministres où le porte-parole du gouvernement a rapporté cette question, qui a été délibérée au Conseil et le Conseil a pris acte. Seulement, la Première ministre a précisé que ce qu'on avait eu, c'était l'information qu'il y a une commission qui est en train de siéger. Et on a prié à ce que le ministre du Travail puisse accélérer cette procédure et qu'on puisse revoir quand même le pouvoir d'achat des travailleurs. Et ils ont prié d'accélérer le processus. Maintenant,
Lorsque les conclusions ont été déposées, il fallut qu'ils reviennent peut-être vers la première ministre ou, disons, convoquer les conseils pour justement continuer le processus. Donc, c'est à ça, ce manque de cohérence qui a apparu, ce que nous avions appelé manque de cohérence, mais qui nous a été précisé pendant la réunion. Et on a compris. Alors, il y a des auditeurs qui sont très, très nombreux à nous suivre. Il y a Madame Fallon qui nous écrit depuis la ville de Likasi, qui voudrait savoir quel est le rôle des syndicats dans le processus de fixation du SMIC. Cette émission est aussi pédagogique, je voulais dire. Donc, vous êtes syndicaliste depuis très longtemps, Guy Coucou. Alors, comment vous répondez à cette auditrice Fallon de Colosi qui demande le rôle que les syndicats jouent dans le processus de fixation du SMIG? Oui, les processus commencent comme ceci. Une des parties, ça peut être à l'initiative soit du gouvernement, soit des travailleurs ou des employeurs. Dans les cas d'espèce, c'est nous, les travailleurs, qui avons pris l'initiative depuis le mois de juin passé. Nous étions en réunion à Genève lors de la 113e session de la conférence internationale du travail. À ce niveau, nous avions fait examen, on a trouvé que le pouvoir d'achat s'est effrité considérablement et les $5 qu'on avait eu à l'époque ne représentent plus que la moitié de sa valeur. Donc, il fallait relancer pour cela. Avec les employeurs, on s'est entendu. Lorsque nous sommes rentrés au mois d'août, nous avons écrit une lettre au gouvernement pour convoquer cette commission, pour qu'on se retrouve, qu'on évalue, parce qu'il y a des critères pour pouvoir évaluer et fixer le prix. Il faut faire des études du marché, des études des prix, les facteurs économiques, la capacité de paiement des entreprises. C'est vraiment tout un long processus. Je ne pourrais pas expliquer ça ici parce que ça peut prendre beaucoup de temps, mais ce qu'on doit comprendre, c'est tout un processus assez long. De telle sorte que si cela n'est pas fait, une des parties de mauvaise foi peut toujours recaler le processus pour dire que non, on n'a pas les résultats. Malheureusement aussi, le gouvernement ne fait pas des études régulièrement pour donner les données économiques, l'évolution des prix. Et ça, c'est plutôt l'INES, l'Institut national des statistiques, qui devait publier chaque mois ou chaque trimestre ces prix-là, qui permettait à savoir quelle est l'évolution des prix et la capacité des entreprises, ainsi que le pouvoir d'achat de la population. À la fin de ces études, nous avions dit qu'on peut faire un forfait parce que si on suit ces critères, comme il n'y a pas de statistiques, les uns et les autres vont s'accrocher à cela, mais on doit être pragmatique. La vie est intenable maintenant. Les travailleurs ne savent plus tenir, on doit bouger, on doit faire quelque chose. Et nous sommes tous dans les marchés, tous les prix ont augmenté et en dollars et en francs congolais. Donc, tous les prix sont d'ailleurs en dollars dans les magasins, sauf les salaires des travailleurs est resté en francs congolais. Même certaines taxes que l'État a fixées pour les citoyens, c'est en dollars. Mais comment l'État paye lui-même en francs et puis il exige que les citoyens qui touchent en francs puissent payer certaines taxes en dollars. Donc, c'est ça le problème et cette incohérence-là a fait que nous avons poussé et finalement, on est tombé d'accord à revoir d'abord les taux. Parce qu'il y a aussi l'augmentation de ces SMIC-là de $5 à plus. Je dois rappeler qu'en 2018, quand nous avons fixé cela, les vrais taux qu'on avait trouvés pour le pouvoir d'achat, selon l'étude qui a été menée par nous, l'intersyndicale et le gouvernement, ça devait être $15 par jour. C'est ça qui était l'étude qui était fixée. Mais les employeurs ont dit à l'époque non, parce qu'à l'époque, les taux étaient à 1600 francs. C'est-à-dire le taux qui a été fixé
Depuis 2002 jusqu'à 2018, on n'a plus refixé le SMIC. Merci, Vous voyez la Guy difficulté. Toukou. Donc, On vous garde c'est ça encore qui a dans fait cette que émission. ce bon est insupportable. Alors, on vous garde encore dans cette émission. Le professeur Malenga Nzouzi vient d'arriver dans notre studio. Je rappelle qu'il est conseiller au cabinet du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, professeur, pourriez-vous nous expliquer de manière simple les raisons qui ont conduit à l'annulation, je veux dire, de la révalorisation du SMIG? D'emblée... Pas annulation, mais repas. Voilà. Voilà. Et puis, il faut noter que nous avons deux régimes. Il y a le régime de fixation et il y a le régime d'ajustement. Le régime d'ajustement, c'est une mesure d'application du décret. Et il a plu à son Excellence, Madame la Première ministre, d'user du régime de fixation. C'est la raison pour laquelle, pour fixer, on est dans l'obligation de passer par le CNT et ceci étant... Le Conseil national du travail. Conseil national du travail. Et ceci étant, nécessairement, c'est par décret. Et ici, il faut aussi rappeler que les droits acquis, Son Excellence Madame la Première ministre n'était pas contre les 14 500 parce que les 14 500, c'était un consensus trouvé entre les employeurs et les travailleurs. Et le problème, ce n'était pas à ce niveau, le problème, c'était au niveau de l'acte à prendre. Et c'est comme ça que hier, il a plu à son Excellence, Madame la Première ministre, de présider une grande réunion où tout le monde était invité, toutes les parties prenantes, et elle a fixé l'opinion, elle a fixé les deux parties, c'est-à-dire les trois parties, bien évidemment, qu'il s'agira désormais du décret en lieu et place de l'arrêté, parce qu'il sera question de fixer un nouveau SMIG en République démocratique du Congo qui passe par les décrets. Voilà. Alors, le ministre, votre ministre, je vais dire, ignorait-il cette procédure parce que ce qu'on lui a reproché, c'était justement voilà, la procédure qui n'a pas été respectée, vice de forme et l'incompétence matérielle de l'auteur de l'arrêté qui n'a pas respecté la procédure. Le ministre a ignoré ça? Bon, ici, je voudrais encore rappeler une fois de plus, il s'agissait, le ministre, l'acte qu'il avait pris, c'était l'ajustement et non la fixation. L'ajustement, c'est un acte inférieur, à la fixation. Et comme vous le savez, l'acte inférieur ne peut être pris que par aussi un acte inférieur. C'est-à-dire que lorsque vous avez le décret, l'acte d'application, normalement serait l'arrêté. Mais comme il a plu à son Excellence Madame la Première ministre d'aller dans le second régime qui est la fixation, et c'est comme ça elle a parfaitement raison qu'on puisse prendre un décret. Voilà. Oui, mais la question que beaucoup de Congolais se posent en publiant ce décret du ministre ou cet arrêté du ministre, est-ce qu'il n'a pas consulté son autorité, sa hiérarchie? L'autorité a été bel et bien consultée parce que la question était passée bel et bien au Conseil des ministres, mais c'est la forme qui n'avait pas été décidée et le régime, bien évidemment. Et comme la Première ministre estime
que les régimes, parce que qu'il s'agisse du réajustement ou de la fixation, rassurez-vous, les deux autorités n'ont travaillé que pour l'intérêt du peuple. Mais ici, il est question de respecter la procédure quand il s'agit de la fixation. Déjà, la fixation, ça signifie que si nous sommes aujourd'hui à 5 $, et donc s'il faut fixer un autre qui peut aller à 6, à 7, à 8, à 9. Et il n'y a que le décret qui peut le faire. Mais lorsqu'il s'agit d'ajustement, ce n'est que le taux, c'est-à-dire on n'a pas... On a juste réajusté, on a réduit le taux. On n'a pas changé. D'ailleurs, ici, on n'a pas créé de nouveaux droits. On n'a pas créé de nouveaux droits. Ce sont les mêmes droits qui existaient, mais qu'il y a l'érosion financière. Et dès qu'il y a l'érosion financière, le décret, dans son article 12, demande à ce que les ministres mettent en place une commission chargée de suivi du SMIG pour voir la possibilité d'ajuster afin d'éviter, c'est-à-dire de corriger cette érosion financière. Voilà. Laurence Kitoko, vous êtes avocat et analyste des dynamiques juridiques et institutionnelles. Comment vous analysez cette situation? Le week-end, on a la Confédération, la CDT, qui a estimé que c'était un manque de cohérence au niveau du gouvernement par rapport à cette situation. Est-ce que vous partagez leur avis? Bon, moi, je veux dire que je vais partager un peu l'avis de la Confédération. Oui, il y avait effectivement un manque de cohérence, mais ce manque de cohérence s'est traduit plus en matière juridique. En tout cas, c'est vrai, il y a cette question-là du régime de fixation et de l'ajustement, ce que le professeur a soulevé, ce qui est très important, qu'il fallait distinguer. Mais seulement maintenant, dans la procédure, étant donné qu'il y avait déjà un SMIC qui était fixé au préalable, il aurait fallu, c'est ce que nous on appelle en droit le principe du parallélisme de forme. C'est-à-dire que s'il fallait rapporter ou abroger le précédent décret qui fixait les SMIC, il fallait éventuellement que cela soit fait par l'autorité compétente en la matière. Et donc, dans le cas précis, en tenant compte du Code du travail, c'était la Première ministre. Sur ce point-là, je pourrais comprendre évidemment pourquoi la Confédération a parlé de ce manque de cohérence. Bon, et puis après, si on va plus loin en ce qui concerne la question du manque de cohérence, c'est ce petit distinguo qu'on revoit au niveau de la Constitution et du Code du travail, puisqu'il en découle que le Code du travail aujourd'hui a besoin aussi de certaines réformes, notamment surtout à la question du SMIC qui est clarifiée en l'article 87 du Code du travail. À la lecture de l'article 87 du Code du travail, l'on parle du décret. Okay? Mais seulement lorsqu'on sait faire une petite étude, on va dire, là je vais aller sur une approche diachronique d'un petit parallélisme entre évolution constitutionnelle, droit administratif, droit du travail. À l'époque, lorsque le Code du travail avait été promulgué, on voulait que le pouvoir était centralisé. C'est-à-dire que le président, à l'époque, agissait par décret. Maintenant, dans le contexte actuel de la Constitution du 18 février 2006, c'est le Premier ministre qui agit par décret. Ouais. Ce pouvoir réglementaire lui est reconnu. Je crois que c'est en tenant compte de l'article 92 du Code du travail. Non, de la Constitution. Alors, il y a eu des petits débats autour de ça. Il y a bien sûr eu une controverse lorsqu'on voit décret dans l'essence du Code du travail, décret. Aujourd'hui, certaines personnes s'accordent à dire même que le problème lié à cette incohérence pourrait être la question de savoir quelle est l'autorité réglementaire en ce qui concerne le SMIC. Bon, déjà, sur ce point, je tiens à clarifier, en me mariant aussi avec le professeur, l'autorité compétente en la matière reste la Première ministre. C'est-à-dire que
le SMIC relève du domaine de la loi. Lorsqu'on fait une petite étude sur l'ordonnancement juridique de la Constitution, c'est-à-dire lorsqu'on voit les règles fondamentales de la Constitution, on va dire les principes fondamentaux et les règles applicables, on sait voir que la question du droit du travail et donc par ricochet la question du SMIC relève du domaine de la loi. Et si elle relève du domaine de la loi, évidemment, en la matière encore, c'est la première ministre qui veut être l'autorité compétente en la matière. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de questions par rapport à cette problématique. Hein. Il y a un auditeur, Fabien, qui nous écrit depuis l'Afrique du Sud, qui veut savoir le processus normal pour fixer et ajuster le SMIC en RDC. Quelle est la procédure ou le processus normal, hein? Vous avez une idée? Oui, évidemment. Lorsqu'il s'agit de fixer les SMIC, il y a d'abord des études préalables qui sont faites. Bien sûr, ces études préalables tiennent compte des facteurs de croissance économique, c'est plus des données chiffrées. Et je crois qu'il y a des institutions spécialisées en la matière qui fournissent au ministère et aux partenaires sociaux les éléments essentiels. Après cela, il y a le Conseil national du travail qui est réuni pour discuter en la matière, bien sûr sur proposition du ministre du Travail. Et lorsque le Conseil national du travail a réfléchi à la question après être consulté, c'est le ministre qui fait la proposition de la nouvelle formulation du SMIC auprès du Premier ministre, ceci par son Conseil de ministres. Et évidemment, après cela, le Premier ministre pourra signer un décret en la question. Je crois que dans ce cas, il sera contresigné aussi avec le ministre du Travail et ou, bien sûr, le ministre en charge des finances et du budget. On va ouvrir notre standard pour écouter aussi ces auditeurs qui nous appellent, qui ont des questions, des points de vue à donner par rapport au sujet de ce soir. On va se rendre à Isangui, dans la province de la Chopo, pour écouter cet auditeur. Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Chopo. La décision de la première ministre Judith Suminwa Tuluka de revenir sur l'ajustement du SMIC met en lumière le manque de considération du gouvernement envers le fonctionnaire de l'État. Bien que les ministres, députés et sénateurs bénéficient de salaires confortables, les petits agents publics continuent de lutter avec des rémunérations dérisoires, démontrant la précarité sociale. L'augmentation du SMIC à 14 500 francs congolais n'est qu'une mesure symbolique car nous savons tous que même si cela s'appliquait, les arriérés des salaires et les grèves régulières de fonctionnaires seront toujours au rendez-vous. Et cela témoigne de l'insuffisance des réformes. Cette incohérence entre les élites politiques et les travailleurs de base révèle un manque de solidarité et d'engagement véritable pour améliorer la condition des agents publics. Guy Coucou, comment vous réagissez au point de vue de cet auditeur qui nous appelait d'Isangui? Oui, mais d'abord, il faut préciser que le SMIC ne concerne pas les fonctionnaires. Il y a des régimes en République démocratique du Congo. Le SMIC concerne les travailleurs qui sont régis par les codes du travail, c'est-à-dire les secteurs privés et para-étatiques. Lorsqu'ils parlent des fonctionnaires, ils sont régis par le statut de l'agent public de l'État. Là aussi, le mécanisme de fixation des salaires est différent. Et donc, le SMIC ne concerne pas les agents de la fonction publique, mais plutôt le secteur privé. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, sur le plan des raisonnements, il a raison. Parce que on constate que dans les institutions, le pouvoir public accorde aux acteurs institutionnels des avantages exorbitants qui ne collaborent pas avec ce que le monsieur appelait la solidarité. Parce que le principe est que s'il y a les richesses dans un pays, on fait la répartition équitable. Et quand on dit équitable, ce n'est pas la même chose, mais chacun
selon son niveau, son poste et sa catégorie. Mais au moins, l'idée est qu'on doit penser à tout le monde, ce qui n'est pas le cas dans la production nationale ou les richesses nationales. Les acteurs institutionnels, comme ceux, eux, qui décident, ils décident pour eux et pour les petits agents, que lui appelait les fonctionnaires, il n'y a pas la révision. Parce que quand nous voyons dans dans le budget, il y a toujours les dépassements à la hauteur de 50%, 100%, pour toutes les institutions. Mais pour la fonction publique, ça ne vient pas. Et donc, le monsieur a raison lorsqu'il estime qu'il n'y a pas de solidarité, parce que ceux qui sont dans les institutions tirent la couverture sur tous les budgets de l'année, des années de leur côté, et les fonctionnaires, on ne pense pas à eux. Alors, professeur Malenga, on va prendre aussi une autre réaction qui nous vient cette fois-ci de Kisangani, toujours dans la province de la Chopo. Benjamin Melima Melingo, je vous appelle à partir de Kisangani dans la province de la Chopo. À mon humble avis, il y a un sérieux problème de coordination au niveau de la primature. Comment un ministre sectoriel peut-il arriver à prendre un arrêté ministériel n'a pas été examiné et délibéré en conseil des ministres? Un ministre ne peut pas se réveiller un bon matin de son gré, agir sans que la primature ne soit au courant. En outre, l'arrêté a été rendu public depuis le mois de décembre de l'année 2024. Mais curieusement, la primature va réagir le 10 janvier 2025, demandant au ministre de rapporter ces derniers avec un grand retard pendant que les opérateurs économiques se préparaient déjà à se conformer aux nouvelles dispositions en vigueur. Si la première ministre trouvait qu'il y avait vice au principe de forme et de procédure, pourquoi avait-elle laissé pourrir la situation et réagir avec un grand retard? Pourquoi, quand il s'agit de problèmes qui touchent directement la population, il faut chercher des boucs émissaires? Nous devons être sérieux dans la gouvernance quand il s'agit de la survie de la population. Réaction, professeur. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas un problème allant dans ce sens-là, simplement parce que déjà, je viens encore de rappeler les deux régimes, parce que c'est une matière tellement technique que ça peut prêter confusion. Les régimes de fixation et les régimes d'ajustement. Je reviens encore pour vous dire que l'ajustement, c'est une mesure d'application du décret. Et comme c'est une mesure d'application, c'est l'acte inférieur qui aurait dû normalement être pris. Mais par contre, son Excellence, dans sa vision, en fait, ici, je suis en train de voir son Excellence dans sa peau de la coordonnatrice de l'action du gouvernement. Lorsque vous faites, elle a fait allusion au programme d'action du gouvernement dans son pilier 2, qui est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et l'élément majeur, un des éléments majeurs, c'est bien évidemment le SMIC dont on parle. Et si elle estime que ça doit être porté par un décret, c'est-à-dire il faut refixer, parce que les théories économiques ont suffisamment évolué. Je suis économiste, madame. Les théories économiques ont suffisamment évolué. Hier, nous pensions que c'est l'offre qui pilotait l'économie, mais au jour d'aujourd'hui, la théorie la plus plausible, c'est la demande qui pilote l'économie. Ça signifie qu'à quoi bon de produire et de ne pas consommer? Ce sont ces consommateurs-là. Mais maintenant, il faut donner le moyen auprès de ces consommateurs. Et pour votre gouverne, lorsque le SMIC augmente, le SMIC ne touche en rien, encore en rien, les intérêts des employeurs.
parce que le SMIC est supporté par les derniers consommateurs. Donc, ce ne sont même pas les employeurs qui devraient s'agiter, ce seraient les consommateurs, les derniers consommateurs. Hein, lorsqu'on voit les calculs, la comptabilité, quand on calcule le résultat à la fin, vous allez voir que ce sont des résultats, ce sont les charges déductibles qui sont déjà supportées et qu'on sort tout ça. Donc, je voudrais vraiment marteler là-dessus. Mais je reviens maintenant à la question, à la réflexion de notre ami. Non, il y a eu une bonne coordination, mais on devrait définir en amont, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut fixer ou il faut ajuster? Et là, il a plu à son Excellence, Madame la Première ministre, de fixer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à clocher quelque part. Non, parce qu'il faut maintenant donner la procédure. Il a donné la procédure de la fixation, la procédure de l'ajustement. L'ajustement passe par cette commission-là que le ministre ayant l'emploi et le travail dans ses attributions devra mettre pour voir la possibilité d'ajuster. Et le ministre agit par quelle voie? Par voie d'arrêté. Mais je reviens encore pour vous dire que lorsque l'autorité estime que ça doit être porté par le décret, eh bien, coup de chapeau. Tout le monde s'incline, tout le monde s'aligne. C'est comme ça que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, Excellence Ephraim Akwakwa, s'est aligné correctement sur les décrets. Et je vous informe qu'il a pris, au jour d'aujourd'hui, il a instruit le secrétaire général à l'Emploi et au Travail d'entamer les travaux préparatoires du CNT qui sera organisé d'ici là. Donc, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, s'est aligné parce qu'il y a une bonne coordination. Voilà. Après Kisangani, on me signale qu'il y a un auditeur de Béni qui est en ligne, qui voudrait aussi donner son avis sur le thème de ce soir. On va l'écouter puis on revient dans ce studio. Stoïque Ngolumbura, depuis la ville de Béni, province du Nord Kivu. La CDT a raison. Je suppose que le ministre présente tous les projets au Conseil des ministres avant de les mettre en application. La décision du ministre du Travail est bonne car elle vise à améliorer les conditions de vie des employés congolais. La première ministre crée que les agents de l'État entrent à grève pour réclamer la mise en application du SMIG car beaucoup d'employés sont en dessous du SMIG. Je vais vous donner la parole, professeur. Cette situation a quand même étonné beaucoup de Congolais, dépassé beaucoup de Congolais. Beaucoup de questions au sein de l'opinion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des problèmes entre la première ministre? Il faut éclairer l'opinion. Hein? Je vais vous donner la parole. Je voudrais juste que notre expert de ce soir, Lawrence Kitoko, puisse réagir au propos de l'auditeur des Béni. En fait, ce sont les mêmes réactions qui reviennent, oui, les mêmes préoccupations. C'est les mêmes préoccupations. C'est lui de savoir comment le ministre du Travail a agi quant à cet arrêté. Bon, déjà, pour le cas, dans le cas d'espèce, pour l'auditeur de Béni, c'est qu'il faut savoir. Je reviens encore sur ces distinguos. Il faudrait arriver à distinguer les fonctionnaires de l'État des travailleurs. C'est très important. Et oui, soulever la crainte peut-être du Premier ministre pour une éventuelle grève, moi je crois le débat n'est pas là. Le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a un régime de fixation et il y a un régime de réajustement. Le ministre du Travail, dans sa compétence, intervient tout le long du processus, tant en ce qui concerne le réajustement qu'en ce qui concerne la fixation. OK? Et
si la première ministre soulève, bon, moi je veux dire c'est le bon dire du droit. C'est une façon justifiée de se distinguer du régime de l'ajustement au régime de la fixation. Parce que dans sa compétence, il lui fallu que la première ministre, je le répète, puisse signer ces décrets sur la fixation du SMIC. Alors, la grande incohérence, les grands débats, ou je vais dire encore la controverse qui se pose, c'est typiquement la compétence du ministre à ce moment-là. Moi, je crois que c'est ce qui inquiète un peu l'opinion. Pourquoi le ministre a agi de cette façon? Pourquoi? Et pourquoi la ministre réagit aujourd'hui? Tout ça ne revient que dans les simples définitions, ça revient dans les simples définitions des principes fondamentaux du droit. On voit les parallélismes des formes, il y a eu vice de forme, on voit la compétence matérielle dedans, et on voit même la question de la hiérarchie de normes. C'est-à-dire que oui, ça a été débattu. Oui, il y a eu cette question au niveau du Conseil des ministres. Oui, évidemment, il aurait fallu que la première ministre puisse signer ce décret. C'est-à-dire que d'une part, nous avons un ministre qui a agi dans le cadre de ses compétences, mais d'autre part, nous avons une première ministre qui agit aussi dans le cadre de ses compétences pour rediriger cette question cruciale du SMIC. Elle a simplement voulu apporter, moi je dirais, de par sa sagesse, elle a voulu éclairer l'opinion pour faire comprendre qu'à l'heure actuelle, nous n'allons pas aller sur une question de réajustement sur les taux, mais nous allons aller sur une nouvelle fixation qui a tenu compte de la participation de partenaires sociaux, dont notamment le Conseil national du travail qui regroupe les travailleurs, les employeurs, eux-mêmes le gouvernement, et que c'est tout sorti, je veux dire, c'est la quintessence du travail qui a été fait, qui a apporté cette fixation. C'est des mesures qui se marient. Alors, très rapidement, professeur. Très rapidement, je voudrais rectifier une chose. Vraiment, je voudrais rectifier. Qu'il s'agisse de l'ajustement ou de la fixation, la procédure, c'est la tripartite. La tripartite signifie qu'il doit y avoir les représentants des travailleurs, les représentants des employeurs et l'État pour, en fin de compte, arbitrer. Et ça a été respecté. La commission a siégé, le rapport y est. Donc, je ne voudrais pas qu'on entre dans ce débat. Mais ici, il est question, je voudrais rappeler à l'auditeur que les deux ont agi pour le peuple. Il ne sera pas question de revoir à la baisse ce que nous avons déjà, ce que les partenaires sociaux ont déjà validé. Mais il est question simplement de la forme. Et je venais de vous dire ici que Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, venait d'instruire le secrétaire général à l'Emploi et au Travail de diligenter, c'est-à-dire de commencer déjà des travaux préparatoires pour les CNT, mais également un peu rectifier encore une fois de plus sur le décret et l'arrêté. Ici, il ne s'agit pas de décret. Je pense que les auditeurs... On n'a pas attaqué l'arrêté. Je reviens encore. Le ministre n'a pas attaqué le décret. L'arrêté, c'était une mesure d'application. Il faut qu'on comprenne ça. C'est l'article 12 qui lui avait donné cette matière-là. Mais il a plu, je reviens encore, à l'autorité. Et nous sommes alignés. Il a plu à l'autorité. Aujourd'hui, quand nous parlons de la fixation, ça signifie que nous irons au-delà de ce que le ministre, normalement,
c'est que les partenaires, parce que c'est les $5. C'est que il les faut aller partenaires au-delà. avaient proposé. Et donc ça, c'est un élément de plus. D'ailleurs, qui a gagné dans ces débats? Qui a gagné? C'est le peuple. Parce que nous irons au-delà. CNT est là, nous étions à $5, mais nous pouvons aller à 6, à 7, à 8 parce qu'on ne peut plus signer un décret qui doit valoir $5. Et donc, quelquefois le malheur est bon, le peuple a gagné. Voilà. Alors, Guy Coucou, vous qui êtes syndicaliste, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, quelles sont les solutions, selon vous, à long terme pour assurer une révalorisation régulière et équitable du SMIC en RDC? Oui, nous l'avons dit à la Première ministre. Vous voyez que c'est un incident qui a fait qu'il réunisse la tripartite. Normalement, il y a 7 ans, on devait créer ce qui existait à l'époque, qui a été supprimé en 2012 par Matata Pogno, quand il était Premier ministre. C'est un cadre de dialogue national. Parce qu'il faut prévenir les choses, il ne faut pas subir les choses. Ici, le gouvernement réunit les partis. Vous avez constaté vous-même, au dernier trimestre de l'année, nous avons enregistré plus de 5 grèves des enseignants, des médecins, des infirmiers, des magistrats, des secteurs de commerce. Et chacun pense que cette situation n'est pas bonne et pour être entendu, il faut sortir dehors. Ce qui n'est pas bon. Deuxièmement, le gouvernement, comme un parent de la nation qui a plusieurs enfants, doit être toujours à la table, autour de la table, réunir tous les enfants, demander à chacun est-ce que chacun a mangé. Mais la manière de procéder, il n'y a pas de dialogue social. Vous imaginez, ce décret-là a été signé à 6 ans. Et ce décret, parce que les gens qui parlent de procédure, qui parlent de respect de la loi, c'est bien lorsqu'il s'agit des intérêts des travailleurs. Mais le même décret a prévu que chaque année, on doit se réunir, on ne s'est pas réunir. Et c'est le respect des droits. C'est ça la procédure. Alors, donc, il faut que nous puissions apprendre à gérer selon des principes modernes, anticiper les événements et non pas subir. Et pour le faire, il y a une règle internationale, le dialogue social. Et le dialogue doit avoir un cadre. Le dialogue ne doit pas se faire si les uns sont fâchés, s'il y a grève, s'il y a mécontentement. Ça, c'est subir les événements, ce n'est pas gérer les événements. Pour les gérer, il faut un cadre, et c'est ce que nous suggérons à l'avenir. C'est une question, comme le juriste l'a dit, le professeur l'a dit, c'est une politique. Le gouvernement doit avoir une politique. Je comprends les uns et les autres trouvent qu'il y avait des contradictions, mais en fait, il y a des non-dits que je ne voudrais pas peut-être vous dire maintenant. Les employeurs n'avaient pas que ça comme procédure. Ils ont un autre problème. Ils veulent qu'on réduise les écarts de la tension. Au lieu de 1 à 10, qu'on revient à 1 à 6. Ils veulent aussi que l'État donne des allègements dans le secteur agro-pastoral. Donc, la Première ministre n'a pas agi pour bloquer les décrets. La Première ministre a agi parce que la FEC s'est plaint, l'a saisi. Et en tant qu'arbitre de la tripartite, le gouvernement ne pouvait pas fermer les ordres pour dire non, en fait, ce n'est pas ça, je laisse l'arrêter. Il a dit non, on arrête d'abord l'arrêter, j'appelle les partis qui viennent m'expliquer c'est quoi le problème. Et lorsque les uns et les autres ont expliqué, il a tranché comme arbitre pour dire ok, mesdames, messieurs, et maintenant, ok, on respecte la procédure, mais comme le professeur l'a dit, les conseillers, nous avions dit aussi qu'on ne va pas se retrouver au Conseil national pour reparler de $5. C'est un salaire qu'on nous paye. Nous ne pouvons pas rentrer sur la table de négociation pour discuter des salaires qu'on nous paye. Ça n'a aucun sens. Si on va sur il faut conclure. Il faut donc ajouter, donc on va aller revendiquer pour qu'on augmente les SMIC. C'est ça qu'on peut retenir.
pour le futur, donc avoir une politique cohérente au niveau du gouvernement. Merci. Lara Kitoko, Guy Koukou insiste sur le dialogue social. Je crois que c'est la séquence la plus importante quant à la détermination du SMIC, la question du dialogue social, qui demeure en tout cas le mot crucial. Parce que ce SMIC, il est bénéficiaire pour qui? Pour les travailleurs. On tient compte des employeurs et on tient compte aussi du gouvernement. Donc, si aujourd'hui on devrait mettre en avant le dialogue social, je crois, cela pourrait très facilement éviter que l'on se retrouve une fois de plus face à ce que tous les auditeurs traitent d'incohérence. Surtout qu'à l'occurrence, nous avons eu d'une part une autorité compétente à la matière qui a justifié son acte en se basant sur un distinguo entre deux régimes, et que d'un autre côté, nous avons une autorité compétente en la matière qui a justifié ce report, qui a justifié le report de cet acte, évidemment par cette question de compétence, de parallélisme de forme, comme vous l'avez lu. Voilà un peu. Merci, professeur. Votre conclusion, professeur Malinga Nzouzi. Oui, ma conclusion, c'est d'abord de féliciter les autorités parce que finalement, ils ont pris la décision de revisiter la situation salariale des agents. Mais également, je voudrais rappeler ici que Son Excellence Madame la Première ministre a donné des instructions claires à Son Excellence Monsieur le ministre Ephraim Akwakwa. Et quelles sont ces instructions? Rapidement, professeur. Rapidement, des instructions. D'abord, il faut rapidement organiser le CNT, mais dans le CNT, il y a des matières qui seront traitées. Parmi les matières, on va voir cette matière, d'abord les taux et la tension salariale, parce que on ne peut pas simplement être pour les uns et ne pas répondre pour les autres. Et donc cette question sera mise sur la table. On va en débattre au Conseil national du travail. Et donc incessamment, et une instruction encore, ça doit être, les conclusions doivent être avant le mois avant le 28 février, pour que l'application soit une application directe, comme l'avait déjà évoqué Son Excellence Monsieur le ministre, au mois de février. Merci, professeur Malinga. Dialogue congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Alain Goy qui était à la mise en onde. Freddy Bikumbi a réalisé cette émission avec l'aide de Grace Amzati et Bertin Kamassia. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur Radio Kapi.